Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de cet épisode à rallonge, le numéro 219. C'est preview du premier tour des playoffs. Cette fois-ci, pas de Tom, pas d'Adrien, mais c'est Madiane qui m'accompagne. Comment ça va, Madiane ? Ça va très bien, et toi ? Madiane, on est tous les deux supporters de l'OM. Faut être honnête là, il y a du succès européen du côté du PSG, du côté de Lyon, c'est une période un peu difficile. Enfin, mentalement, je trouve que c'est difficile à appréhender de mon côté. Je sais pas toi, mais... Non, mais c'est le retour des playoffs, on va pouvoir s'intéresser au basket, du coup. Ah, très bonne réponse, Madiane. La question est, est-ce que c'est vraiment du basket, la série dont on va parler aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas plutôt un massacre ? Je t'en parlais, Madiane, en off, tu vois. T'es comme Adrien, tu débutes les previews avec Dunk Hebdo. Tous les ans, les anciens te le diront, Pierre, Tom, Alan te le diront, il y a une série tous les ans où tu te dis comment on va réussir à en parler pendant plus de 3 minutes. Eh bien, c'est la série dont on va parler aujourd'hui entre les Toronto Raptors et les Brooklyn Nets. Avant d'en faire la preview, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter et aussi à vous abonner sur le flux Dunk Hebdo dans l'appli où vous écoutez les podcasts. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler donc de cette série entre eux à l'Est et champions en titre également. Les Toronto Raptors affrontent les Brooklyn Nets, tête de série numéro 7. Les Raptors, cette année, c'est 53 victoires pour 19 défaites. Meilleur bilan de l'histoire de la franchise en termes de pourcentage de victoires. Les Nets sont largement en dessous avec 35 victoires pour 37 défaites. Les Raptors, c'est la 13e attaque NBA, mais la 2e défense. Les Nets sont un peu en peine en attaque, 22e dans cette catégorie statistique et 10e défense. Cette année, les Raptors ont gagné 3 des 4 confrontations entre les deux équipes. Et tout petit test, Madiane, est-ce que tu es capable de me dire combien les Nets ont gagné de matchs contre les Raptors sur les 20 derniers affrontements entre les deux équipes ? Sur les 20 derniers affrontements, ils ont dû en gagner 4-5, même pas ? 2. Donc voilà, avant la saison dernière, les Raptors étaient sur 12 victoires de suite contre les Nets. Donc on voit que c'est deux équipes de la même division qui jouent beaucoup, il y a un net avantage pour les Raptors. On va débuter comme de tradition, Madiane, en parlant d'un peu ce qui s'est passé dans la bulle pour chacune des deux équipes. Honneur à l'équipe la mieux classée, donc les Raptors. Madiane, on en parlait avant de commencer. Les Raptors, une des équipes qui a fait une des impressions les plus marquantes, je dirais, de cette bulle. Ah, clairement. Je sais plus si c'est Alan ou Pierre qui disait ça dans la conversation où il disait ils rigolent zéro les Raptors. Ah, clairement, ils sont pas venus pour rigoler. Notamment défensivement extrêmement appliqués. Finalement, ils n'ont perdu qu'un seul match. On l'a regardé tous ensemble face aux Celtics. Et clairement, c'est un match où tu sentais qu'ils avaient lâché le début de match et après ils ont décidé de partir en tongs pour les restes des quarts-temps. Mais sinon, pour tous les autres matchs, sachant qu'ils ont affronté par exemple les Lakers, ils rigolaient mais zéro et ils ont été extrêmement forts tout le long de la bulle. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes plus impressionnantes que les Raptors dans la bulle, clairement. Et à l'orée de ces playoffs, ils font clairement peur à l'Est. Totalement. Bilan quand même global de 7 victoires pour une défaite, tu l'as mentionné, donc dans la bulle. Et puis aussi, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque match, on avait l'impression que un role player du banc ou même un joueur du 5 se révélait, faisait une grosse performance et permettait parfois, quand d'autres joueurs de l'effectif étaient un peu moins en réussite, permettait à l'équipe de s'en sortir. Et Chris Boucher a fait un gros match. Enfin bref, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour en faire une des rares équipes qui a réussi à enchaîner dans cette bulle. On y reviendra, mais on a vraiment l'impression qu'en termes peut-être pas de puissance de feu, mais de collectif, c'est la meilleure équipe qui débute les playoffs. En termes purement collectifs, en termes peut-être, je sais pas, d'alchimie. Non, c'est ça, et c'est pour ça que ça se retrouve. Ils ont pas forcément un gros potentiel offensif, mais on voit que c'est sérieux, que c'est appliqué, ils se connaissent bien, les automatismes sont là. Donc en fait, ils auront peut-être pas durant ces playoffs un plafond extrêmement haut, mais le plancher est sérieux et le plancher va faire mal à beaucoup d'équipes. Oui, effectivement, on peut arriver à les lockdown sur leur attaque et faire en sorte qu'ils ne mettent pas beaucoup de points, certes, mais quoi qu'il arrive, eux, peu importe ce qu'on fera, n'en prendront pas également beaucoup. Et c'est pas la meilleure défense de peu, c'est la meilleure défense de très loin dans la bulle. Et c'est très significatif de voir ça.
ils se sont reposés sur leurs acquis et ça peut faire extrêmement mal durant ces playoffs. Et c'est un peu un spoiler pour la suite de ce qu'on va dire sur la série, mais j'ai pas beaucoup confiance à la capacité aux Nets à passer leur défense ou à mettre tellement de points à cette équipe, et du coup à partir de là ça va devenir très compliqué pour eux. Bah t'as justement parlé des Nets, Madiane. Kyrie Irving, Kevin Durant sur le flanc, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, Wilson Chandler et DeAndre Jordan qui n'ont pas fait le voyage à Orlando. C'est une équipe décimée qu'on a des Nets face aux Raptors, déjà dans une opposition qui de base, même sans Irving et Durant, paraissait déséquilibrée. Et là, on est sur une mission suicide pour être honnête. C'est-à-dire que du côté des Nets, enfin sans manquer de respect aux fans des Nets et à leur équipe, je pense qu'en termes d'effectifs purs, sans les noms que j'ai cités là, c'est probablement l'équipe la moins ronflante qu'il y avait à Orlando. C'était probablement l'effectif le plus pauvre de la bulle. Il y avait les Wizards, mais c'est vrai que sinon, alors pas les Wizards, il n'y avait pas beaucoup d'effectifs aussi appauvris que celui des Nets. Ce qui est terrible en fait pour eux, et c'est là où c'est compliqué en fait d'analyser cette série, c'est que leur line-up, le line-up visiblement titulaire qu'on imagine, donc Levert, Temple, Harris, Kurucs, Allen, n'a pas joué. Ils n'ont pas joué ensemble de toute la saison, ils ont joué un peu ensemble durant la bulle. 42 minutes. Mais pas tellement. T'imagines 42 minutes Et ce sera le line-up titulaire, normalement au coup d'envoi de la série. Et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'ils ont pas beaucoup. Ils sont face à une équipe rodée avec beaucoup d'automatisme, qui vient d'être championne, qui a l'expérience des playoffs et qui vient de perdre quand même Kawhi Leonard, mais bon, ils ont montré que sans lui, ils savaient très bien se débrouiller. Et à côté de ça, eux, ils n'ont pas de stabilité, pas vraiment de référence. Ils arrivent en playoff un peu comme ça. La question c'est, ils n'ont pas le meilleur joueur de la série, ils n'ont pas le deuxième meilleur joueur de la série, ils n'ont même pas le troisième. Et je pense qu'ils ont peut-être pas forcément ni le quatrième ni le cinquième meilleur joueur de la série. À partir de là, c'est très très dur en fait. Clairement, on se pose la question, qui dans le starting five des Nets peut rentrer dans le starting five des Raptors, et à part Harris, et encore, ce serait plutôt une histoire de philosophie de jeu et de ce que tu veux développer plutôt qu'une affaire de qui est plus fort entre lui et Anunoby. Je vois pas. Hein. Ouais, et sans manquer de respect à Caris LeVert qui fait une très bonne bulle, qui a fait 8 très bons matchs dans la bulle, 25 points de moyenne, à plus de 7 passes, plus de 5 rebonds, solide au shoot. Bref, qui a peut-être, et je pense que Sean Marks, le GM des Nets, doit sourire parce qu'il a, je pense, un petit peu augmenté sa valeur de transfert, mais c'est clair que, et on va continuer dans cette preview et commencer par vraiment débuter le cœur de cette preview, comme tu l'as dit, Madiane, de tous les problèmes, et ils vont en affronter dans cette série auxquels vont faire face les Nets. Clairement, c'est le casse-tête offensif qui paraît le plus difficile. On faisait des fois ce jeu-là dans nos anciennes previews, où on trouve les points côté Nets. Même si on part du principe que LeVert réussit à continuer sur sa série, réussit à en mettre 25-30, il faut encore en trouver 70 quelque part. Ouais, c'est ça, et vraiment la puissance offensive. Alors oui, t'as Harris qui peut mettre des points, t'as Allen qui peut récupérer 2-3 points, quelques lobes, quelques paniers par-ci, voilà, exactement, par-ci par-là. Après, par exemple, Timothée Luwawu-Cabarrot, il fait une excellente bulle, hein, clairement, il faut le souligner. Il a gagné sa place clairement pour l'an prochain, mais si c'est sur lui qu'il faut compter pour mettre des points en sortie de banc, on va pas s'en sortir, clairement. Et c'est malheureusement là où l'affrontement paraît trop déséquilibré. La défense en face est tellement solide, expérimentée, sûre d'elle, sûre de ses bases, face à une équipe qui n'a aucune sûreté, aucune stabilité, qui n'a aucune référence. Enfin, ça va être très compliqué de marquer des points à cette équipe, et c'est à partir de là que, sans parler de est-ce qu'ils sont capables d'arrêter l'attaque des Raptors, parce que peut-être qu'ils en seraient capables de leur poser des problèmes avec une défense bien organisée, clairement. Si tu ne marques pas de points, tu ne gagnes pas de match, clairement. Un des rares motifs d'espoir côté Nets, c'est que on le sait, la défense des Raptors, c'est une défense qui incite ses adversaires à shooter à 3 points. Voilà, c'est l'équipe, notamment dans la bulle, qui concède entre guillemets, hein, mais qui
autorise ses adversaires à shooter le plus à 3 points. Voilà, c'est ça. Et les Nets, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, quatrième depuis le retour dans la bulle, et avec plus de 40 tentatives par match. Donc on est vraiment sur un énorme volume. Et ils ont des shooters, bien sûr, on parle de Joe Harris en premier, mais dans la bulle, il y a eu des moments où certains joueurs ont réussi à connecter quelques 3 points. On a parlé de Caris LeVert, on en parle beaucoup, Kurucs, bref. Globalement, c'est plutôt positif, mais c'est clair que quand on regarde ce 5 de départ, quand on regarde, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais le banc, la différence au niveau du banc, quand le 5 de départ des Raptors va commencer à sortir, on va voir arriver sur le terrain du Ibaka, on va voir arriver sur le terrain plein de joueurs de très bon niveau, du Norman Powell, enfin très bon niveau bien sûr. On va voir arriver qui côté Nets. Alors, tu l'as dit, Timothée Luwawu fait une bonne bulle, mais derrière c'est extrêmement pauvre quand même. Après, c'est Tyler Johnson, quoi. C'est pour ça, c'est très critique. Et ça revient à ce dont on parlait au début. Tyler Johnson, il est pas dans la rotation en face. Hein. S'il joue aux Raptors, il est pas dans la rotation, Tyler Johnson. Oui, clairement. Et c'est à partir, enfin, la puissance des bancs est sans commune mesure. Le banc des Raptors est extrêmement sérieux, avec d'excellents joueurs. En plus, c'est bien huilé collectivement. Ne serait-ce qu'un Ibaka. Ibaka, il ferait le 5 de départ dans énormément d'équipes. Déjà dans cette équipe des Nets, c'est sûr, mais dans énormément d'équipes. C'est quand même aussi leur banc qui leur a apporté pendant la bulle, c'est ce qu'on s'est dit, avec des Chris Boucher qui sortaient de la boîte, des Norman Powell. Norman Powell qui prend feu sur ton banc, c'est terrible pour toi. Hein. Ça peut très vite tourner à la catastrophe. Donc, malheureusement, l'expérience est pour les Raptors, le banc est pour les Raptors, le 5 est pour les Raptors. La meilleure défense et la meilleure attaque, c'est les Raptors. Ça va être très difficile. Que tu trouves d'autres motifs d'espoir. Je l'ai dit, on peut se dire que voilà la défense des Raptors, et on en a un petit peu parlé, on l'a glissé, mais qui en feu depuis la reprise, enfin notamment mené par Marc Gasol qui plus en forme, on dira, est vraiment très fort et étincelant. Il y a quoi comme motif d'espoir côté Nets? Purement terrain. En fait, moi, mon motif d'espoir, c'est justement, je pense que Toronto a pas mal misé sur le fait que les équipes seraient pas tellement en jambes au retour de la bulle, et c'est pour ça qu'elles ont autorisé autant de shoots. Ils ont autorisé autant de shoots parce que c'est vrai que sur le shoot, il y a eu beaucoup d'équipes, on l'a vu dans les premiers matchs, qui avaient du mal à régler la mire. On l'a vu aussi, les Nets ont vécu un début de bulle très compliqué. Vraiment, ils ont eu du mal au tout début. Néanmoins, sur la fin, ils ont commencé à monter en régime et à pouvoir à gagner les matchs. Sur les 4 derniers matchs, ils en gagnent 3 par exemple. Donc moi je me dis, une équipe des Nets qui est montée en régime, qui pourrait peut-être prendre feu derrière l'arc, et après il y a quand même de l'énergie, du hustle dans cette équipe. Ils ont rien à perdre en fait. Et ça peut peut-être les déstabiliser, parce que quand tu joues face à une équipe qui n'a absolument plus rien à perdre, ça peut donner par exemple le premier tour l'an dernier où le Magic l'emporte face à Toronto avec un DJ Augustine qui prend feu. Oui, c'est des scénarios improbables, mais ça peut très vite arriver dans une série de playoffs. Un Caris LeVert qui prend feu, qui emmène ses coéquipiers avec lui, finalement, Joe Harris met quelques shoots, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Dans ton banc, finalement, ton banc t'apporte pas de solution, tu paniques, tu remets vite tes titulaires pour essayer de cravacher, mais l'écart est fait, tu cravaches tout le match et finalement, tu te fatigues, et dans le 4e quart-temps, tu arrives pas à coller le gap et tu perds le match. Ça peut t'arriver très vite, hein. Évidemment, sur 4 matchs ou 5 matchs, tu peux en perdre un. Par contre, la série, ça va être très difficile. Eh ben on peut continuer, Madiane, et je suis assez d'accord avec toi globalement. J'en parlerai pendant au niveau des pronostics, mais c'est vrai qu'on s'achemine vers une série expéditive. On va enchaîner avec le joueur à suivre. Qui il faut suivre du côté durant cette série. Alors je vais commencer. J'aurais pu dire Caris LeVert, je vais pas personnellement suivre Caris LeVert parce que je pense qu'il a un petit peu cimenté les espoirs qu'il y avait sur lui, notamment pour la saison prochaine. J'entends dans beaucoup de podcasts américains quand même, hein, où on en parle comme un possible monnaie d'échange si le duo Irving Durant cherche
peut-être un troisième larron pour les entourer, parce que clairement c'est pas DeAndre Jordan comme ils ont essayé de nous le vendre. Je vais regarder Pascal Siakam, moi. Pourquoi? Vous l'aurez compris si vous commencez à écouter ces previews. Souvent, quand j'aime bien mettre un joueur sous le feu des projecteurs, c'est parfois un jeune joueur qui, selon moi, doit passer un cap ou prouver des choses. Pascal Siakam est un All-Star maintenant. Ça a été le joueur numéro 3 ou 2 selon comment on voit ça l'année dernière du titre pour les Raptors. Et là, maintenant qu'il arrive avec quand même le statut de franchise player, n'en déplaise aux fans de Kyle Lowry, pardon, j'estime que c'est peut-être maintenant où, sur une série où, vous l'avez compris dans ces un peu plus de 15 minutes de preview, en face, il y a personne qui peut vraiment l'inquiéter. J'attends de voir un Siakam dominant, voilà, qui fasse une vraie bonne première série pour se mettre en jambes avant un second tour qui sera, on va être honnête, bien plus difficile. Ouais, clairement, j'approuve ce choix et c'est peut-être l'un des intérêts majeurs de ces playoffs pour les Raptors parce qu'ils ont peut-être pas le bagage pour vraiment aller chercher un titre. Clairement, je pense qu'il manque un petit quelque chose à cette équipe qui s'appelle notamment Kawhi Leonard. Mais là, c'est le premier test de Siakam en franchise player et c'est ce qu'on se disait, c'était au début de saison, on savait pas s'il fallait tout faire exploser ou pas. Finalement, ils n'ont pas fait exploser leur effectif, ils ont gardé leur base. À partir de là, si on a gardé cette base, c'est qu'on avait envie de tester Siakam en condition de playoff pour savoir si vraiment c'est autour de lui que tu peux construire. Donc clairement, ce révélateur dans ces playoffs sera important et aussi aiguillera le front office de Toronto vers la suite. Est-ce qu'il faut continuer à se renforcer pour pouvoir reviser le titre ou est-ce que Siakam nous donne des doutes et dans ce cas, est-ce que ça ne vaut pas mieux de partir sur autre chose et récupérer un autre franchise player pour repartir vers une quête du titre? C'est les questions qui se posent actuellement au front office et on en aura une bonne partie des réponses durant ces playoffs. Surtout qu'on connaît Masai Ujiri, d'ailleurs. C'est intéressant de voir cette opposition-là en playoff, parce qu'il faut se souvenir que la dernière fois que ces équipes se sont jouées en playoff, 2013-2014, ça avait été rendu célèbre par le F Brooklyn de Masai Ujiri, donc voilà, qui avait marqué à l'époque. Est-ce que tu comptais suivre aussi Pascal Siakam, toi, de ton côté, Madiane, ou alors un autre joueur qui tu voulais mettre sous la loupe? Alors moi clairement c'était Caris LeVert. Pourquoi? C'est parce que justement ça va être le leader de cette équipe. Et mine de rien, on sait que voir un joueur qui n'aurait pas dû être leader devenir leader, ça peut être un très bon indicateur pour le trader par la suite. C'est pas le leader, ils en ont pas forcément besoin l'an prochain. S'il y a le retour de Durant et Irving, le retour des personnes qui sont pas allées dans la bulle, sa valeur à l'intérieur de l'effectif est pas très élevée. Par contre, sa valeur de trade commence à être supérieure à la valeur de ce qu'il peut t'apporter en restant dans l'effectif. Parce que tu vas le sous-utiliser. Et tu risques de le sous-utiliser l'an prochain. Donc là, tu vas le surutiliser durant ces playoffs. Et c'est peut-être le moment où sa valeur va le plus exploser et c'est peut-être le moment où tu pourrais récupérer des choses extrêmement intéressantes en échange, notamment pour accompagner les deux All-Stars que tu as, les deux grosses têtes d'affiche, sachant qu'effectivement moi de toute façon j'ai toujours trouvé Jarrett Allen supérieur à DeAndre Jordan. Clairement, ils en ont pas besoin. Moi, je bazarderais les deux, même si ce serait compliqué à faire avaler aux deux zigotos. Moi, clairement, que ce soit LeVert ou DeAndre Jordan, je pense que je m'en séparais pour récupérer une plus grande puissance de frappe, ce qui pourrait me permettre de me séparer des autres équipes, notamment à l'Est, et de rejoindre les sommets de la conférence. Donc, voilà, il a beaucoup à prouver. Je pense que lui sait, et il n'est pas dupe, que c'est peut-être ses derniers playoffs avec les Nets. En tout cas, c'est le moment de le surexploiter et de pouvoir en récupérer quelque chose de très intéressant. Donc, je vais regarder ça à la loupe. Et surtout, je pense que si les Nets arrachent un match, ça viendra de lui. Ils ne peuvent pas arracher un match si lui est mauvais.
Ah, mais c'est clair que d'un point de vue offensif, la production semble se diriger. Ça a été le cas dans la bulle sur les derniers matchs, sur beaucoup de Caris Levert, un peu de Joe Harris, quelques banderies en sortie de banc et quelques très bons éléments avec un Timothée Luwawu notamment. On parle beaucoup de lui parce que Pierre nous avait envoyé un message hypez-moi Timothée Luwawu. Donc on est obligé de le faire. Mais je rejoins un peu ce que tu as dit sur Caris Levert et je sais pas pourquoi quand tu parlais, je me suis mis à réfléchir, chose que je ne fais que trop rarement, et je me suis dit Orlando. Mais je vois pas ce que Orlando peut proposer aux Nets qui pourrait intéresser un Sean Marks, mais je sais pas pourquoi. Rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce petit déclic là. Alors on a dépassé, je ne pensais jamais qu'on allait le faire, Madiane, on a dépassé déjà les 20 minutes, donc il est l'heure des pronostics. Est-ce qu'on s'achemine comme je pense les auditeurs l'envisagent vers un coup de balai, un sweep, un 4-0? Ouais, 4-0. 4-0 parce que c'est trop limité les Nets, ils vont être braves. Et ils vont se battre, ça va être ça fait penser quand les Clippers perdent à la fois Blake Griffin et Chris Paul et qu'il reste plus rien dans leur effectif. Voilà, c'est à peu près ce genre d'équipe. Donc ils vont se battre, ils vont aller au Massic. On va avoir peut-être des bonnes surprises. Si TLC fait d'excellents playoffs, je serai le premier à applaudir parce qu'il fait une excellente bulle. Il a gagné sa place dans la ligue. Je suis très content pour lui. Maintenant, il faut être réaliste. Hors accident de parcours, les Raptors qui lâchent un match parce que ils arrivent pas à revenir, ça sent le sup. J'avais dit à mon époque, il y a 3 épisodes de ça, que je ne donnais pas de sweep dans la bulle parce que j'estimais qu'enchaîner des matchs c'était trop difficile. Mais là, je te l'ai dit avant de commencer à enregistrer, Madiane, cette série-là, ça te paraît quand même difficile de pas donner de sweep, tant, on l'a sous-entendu, tant le scénario qui voit les Nets gagner un match est complètement improbable. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une fight collective d'un côté, Levert qui réussisse à sortir un gros match, puis les role-players du côté des Nets qui prennent. Après, vu que je suis fidèle à mes convictions, je vais donner 4-1, tout simplement. Alors là, les fans des Raptors vont croire que j'ai toujours une dent contre eux. Les Raptors qui en lâchent un sur le premier tour, c'est un peu quand même une tradition. Donc ils vont en lâcher un. On sait pas trop comment, pour être honnête, parce que je me faisais également cette réflexion. Et on fait un salut à Tom. Je crois là que cet effectif des Nets, c'est le moins bon que j'ai vu en playoff depuis celui des Grizzlies en 2016 quand ils arrivent avec Xavier Munford. Oh là là, mais terrible, J'ai pas souvenir d'un effectif de faire une preview avec un effectif si faible devant moi. Honnêtement, j'ai pas souvenir. Et là, c'est vraiment dans les deux cas, ça s'explique parce que c'est une hécatombe. Je veux dire, la liste que j'ai faite au début, c'est-à-dire Irving, Durant, Dinwiddie, Prince, Chandler, Jordan, tous ces mecs-là, s'ils rentrent sur le terrain, ils sont dans le 5 en fait. Ils sont dans le 5 où il y a un débat avec Jordan, mais bref, tous les joueurs qui sont absents, c'est 6 joueurs qui seraient majeurs dans la rotation des Nets et qui sont absents. Ouais, tout à fait. Donc ça paraît de cela, ça paraît extrêmement compliqué de réussir à faire quelque chose contre des Raptors. On l'a dit, qui sont entraînés, prêts et prêts à faire du bruit dans cette conférence Est. Alors je veux pas encore une fois manquer de respect aux supporters de ces deux équipes, mais on est d'accord, Madiane, pour dire que c'est pas la série la plus intéressante, juste de l'euphémisme, mais c'est pas la série la plus intéressante du premier tour. Non, clairement pas. C'est pas la série la plus intéressante, c'est pas celle, si j'ai le choix de regarder certains matchs, que je regarderai en premier. Néanmoins, elle peut offrir des matchs intéressants. Je pense que la série est pas intéressante parce qu'on connaît le résultat final. Après, elle peut devenir intéressante sur certains matchs. Mais même si un joueur majeur se blesse côté Toronto, j'arrive même pas à redonner l'avantage aux Nets. C'est dire l'écart que je vois entre ces deux équipes. Eh ben, on va conclure là-dessus en souhaitant aux Nets. Alors, les Nets, au moins, je vais dire, ça va être une fin de saison peut-être un peu larmoyante, mais l'avantage, c'est de se dire que l'année prochaine, t'as quand même Kevin Durant et Kyrie Irving qui vont revenir sur le terrain, et que la saison prochaine, entre guillemets, c'est dans 4 mois. Donc dans 4 mois, t'auras déjà ces joueurs-là qui vont être de retour, donc je pense que c'est assez positif. Ça permettra de passer une série de playoffs qui, on leur a dit, va être difficile. Et ben voilà, on conclut cette nouvelle preview. On a donc fait 2 previews à l'Est, 2 previews à l'Ouest. Là-dessus, Madiane, on va se retrouver, toi et moi, très vite, mais pour une série avec un peu plus d'enjeux. Et peut-être même la série la plus excitante, il y a un débat entre plusieurs séries à l'Ouest, entre le Thunder et les Rockets. Mais avant ça, on va conclure cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut!
Salut.